Donald Westlake, Le Couperet, chapitre 4. En principe, l'ordinateur appartient à toute la famille, mais dans la réalité, il est à Billy. Et il y a 1 an, il a été transféré dans sa chambre en confirmation de cet état de fait. Je l'avais offert en cadeau de Noël à la famille en 1994, l'année d'avant mon licenciement, quand nous allions encore bien financièrement. L'argent sortait, en échange de prêts, impôts, scolarité, nourriture, essence et vêtements, plus toutes ces choses auxquelles nous pensions à peine, mais pour lesquelles nous ne dépensons plus un sou, comme les locations de cassettes vidéo, mais l'argent rentrait aussi suffisamment pour couvrir nos dépenses, dans un mouvement de flux et reflux bien réglé, comme l'inspiration et l'expiration d'un corps sain. Aussi, acheter un ordinateur pour la famille était-il une petite folie, mais pas plus que ça. Charles Dickens l'a dit dans David Copperfield. Revenu annuel 20 livres, dépenses annuelles 19,96, résultat bonheur. Revenu annuel 20 livres, dépenses annuelles 20 livres 06, résultat détresse. Le fait est que l'ordinateur est entré dans notre vie à une époque où nous pensions avoir les moyens de cette vie et qu'il est toujours parmi nous, dans la chambre de Billy, sur la table métallique à roulettes achetée par la même occasion. La chambre de Billy est petite et pleine à ras-bord, comme le sont souvent les chambres des garçons à l'adolescence. Mais bizarrement, elle paraît plus rangée maintenant que l'ordinateur et sa table y ont été insérés. Ou peut-être est-ce juste qu'il n'a pas pu acheter tellement de trucs récemment, qu'il n'a pas pu ajouter à la pile de ses biens. Bon, lorsque tout ceci a commencé, en février, il y a presque 3 mois, la deuxième chose que j'ai faite, avant d'avoir la moindre idée de ce qu'était le plan, et même s'il y aurait un plan, a été d'aller dans la chambre de Billy, de m'asseoir devant l'ordinateur familial et en puisant dans l'abondance de caractères et de tailles disponibles, de me créer un papier à lettres à en-tête. La première chose avait été de prendre une boîte postale dans une petite ville à une trentaine de kilomètres de la maison. BD, Industrial Papers, P.O. Box, 2900, Waldbury, CT, 06 899. La boîte postale était en réalité le 29, mais j'avais ajouté les zéros pour donner plus de poids au bureau de poste local et par extension à BD Industrial Papers. J'avais plaisanté là-dessus avec l'employée de la poste qui avait trouvé l'idée amusante et m'avait dit qu'elle n'aurait pas de mal à mettre le courrier du 2900 dans la boîte 29, vu qu'en fait, il n'y avait que 68 boîtes dans toute l'agence. Puis j'avais rédigé ma petite annonce en m'inspirant de celle que j'entourais dans les rubriques d'offres d'emploi depuis plus d'1 an. Fabrication. Chef d'atelier. Papeterie du Nord-Est, spécialisée polymère. Tissu et film pour condensateur, recherche personne avec grande expérience, papiers spéciaux pour diriger la fabrication d'une nouvelle ligne de produits sur une machine à papier à condensateur, électrolytique reconstruite. 5 ans d'expérience minimum, salaire attractif, avantages, envoyer CV, incluant évolution des salaires. Ensuite, j'ai appelé le service des petites annonces de The Paperman qui, me semblait-il, publiait en général davantage d'annonces de ce type que Pulp. Et j'ai pris les dispositions nécessaires pour faire passer ma petite annonce, à raison de 45$ pour une parution dans 3 numéros mensuels consécutifs. La femme à qui j'ai parlé m'a dit que cela ne posait aucun problème, que je paie par mandat plutôt qu'avec un chèque émis par la société, quand je lui ai expliqué que nous étions une petite papeterie peu habituée à embaucher hors de sa zone géographique et que nous allions payer l'annonce avec l'argent des dépenses courantes.
Ensuite, je suis retournée au bureau de poste de Wildbury. J'ai acheté le mandat et je l'ai signé, Bench Dockery, 3, d'une écriture très brouillonne, contrairement à la mienne. La photocopieuse du drugstore m'a fourni un beau papier à lettres à partir de l'original que j'avais composé sur l'ordinateur et je m'en suis servi pour envoyer le texte de l'annonce et le mandat à The Paperman, Bench Dockery, 3, signa également la lettre. L'annonce est passée pour la première fois dans le numéro de mars, sorti la dernière semaine de février et le premier lundi de mars. Quand je suis partie la vérifier, la boîte 2900 avait déjà reçu 97 réponses. Dites donc, ça en attire du courrier ces zéros, m'a dit l'employé de la poste. Et nous en avons ri ensemble. Et je lui expliquai que j'essayais de lancer une revue spécialisée sur les revues spécialisées. C'étaient les réponses à une petite annonce que j'avais fait passer dans une sélection de magazines. Je ne voulais pas que qui que ce soit me soupçonne d'être impliqué dans une quelconque arnaque au courrier et me mette un inspecteur de police sur le dos. Ce que je faisais n'était sans doute pas illégal, mais pouvait devenir extrêmement embarrassant et nuire à mes chances d'embauche si ça venait à se savoir. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, m'a-t-elle dit. Je l'ai remerciée et elle a ajouté « Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à leur compte maintenant, vous avez remarqué ?» Et j'ai acquiescé. Ce premier torrent de courrier s'est vite réduit à un filet régulier qui gonfle de nouveau dans les quelques jours suivants chaque parution de The Paperman. Le numéro de mai, le dernier, où passe mon annonce, est encore d'actualité et j'ai eu jusqu'à présent 231 réponses. Je suppose qu'il y en aura encore 10 à 15 et ça s'arrêtera là. Ce fut fascinant d'étudier ces CV, de voir la dose de peur qu'il y avait dedans, la dose de courage, la dose de détermination farouche, et aussi la dose de vanité, d'ignorance, d'arrogance prétentieuse. Ces gens-là ne sont une concurrence pour personne, pas tant que la vie ne les aura pas endurcis un peu plus. Pendant ma période de transition à Alcyone, lorsqu'une partie de ma journée de travail était occupée à assister à une formation continue sur l'art et la manière d'être au chômage, un de nos conseillers, une femme stricte mais chaleureuse qui avait pour mission de nous mobiliser à l'aide de speeches toniques et pétris de la rude réalité, nous racontait une histoire en jurant qu'elle était vraie. Il y a quelques années, raconta-t-elle, il y a eu une baisse d'activité dans l'industrie aérospatiale et beaucoup d'ingénieurs brillants se sont retrouvés au chômage. Un groupe de 5 d'entre eux, à Seattle, décida de mettre au point une invention de leur cru qui serait commercialisable et au bout de nombreuses notes et sessions de brainstorming, ils créèrent effectivement une nouvelle variante d'un type de jeu, une idée qui avait un réel potentiel. Mais il leur fallait un capital de départ et ils ne l'avaient pas. Donc un capital, c'est-à-dire qu'il leur fallait de l'argent. Déjà à Seattle, ils avaient compris que lorsque tout le monde essaie de vendre sa seconde voiture, personne ne veut plus en acheter. Ils essayèrent toutes les relations auxquelles ils purent penser. La famille, les amis, les anciens collègues, et pour finir, ils furent mis en contact avec une société de capital risque basée en Allemagne. L'idée des ingénieurs plut à ces bailleurs de fonds, et ils étaient sur le point d'accepter de les financer. Il ne restait plus qu'à tenir une réunion de visu, c'est-à-dire en se voyant, en se rencontrant. Les bailleurs de fonds, 3 d'entre eux, prirent l'avion de Munich à New York et les ingénieurs prirent l'avion de Seattle à New York, où ils se rencontrèrent dans une suite d'hôtels et tout le monde s'entendit très bien. Selon toutes les apparences, les ingénieurs allaient obtenir l'argent, lancer leur compagnie et être sauvés. Alors, un des bailleurs de fonds dit « Je voudrais juste avoir une idée précise de votre programme. Lorsque nous vous donnerons cet argent, par quoi allez-vous commencer ?» Et l'un des ingénieurs répondit « Eh bien, la toute première chose que nous ferons, ce sera de nous payer nos arriérés de salaire. » Et ce fut la fin de l'affaire.
Les ingénieurs repartirent à Seattle sans rien dans les poches et sans rien dans le crâne non plus. Parce que, nous dit cette conseillère, ils ignoraient la chose que vous devez savoir si vous voulez survivre et prospérer. Et cette chose, c'est que personne ne vous a invité. Personne ne vous doit rien. Un boulot, un salaire, une bonne vie bourgeoise, ce n'est pas un droit. C'est quelque chose qui se gagne et vous devez vous battre pour l'avoir. Vous devez vous répéter sans arrêt. Ils n'ont pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin d'eux. Vous n'avez pas d'exigence à avoir. Vous avez vos qualifications, vous avez votre désir de travailler, vous avez le cerveau, les talents et la personnalité que Dieu vous a donnés, et il dépend de vous de déclencher la suite. J'ai pris ce message à cœur, peut-être plus qu'elle ne l'aurait voulu, et j'ai lu les CV des gens qui n'avaient pas bénéficié de ce type de conseils, des gens qui voient toujours la vie comme cet ingénieur à l'ignorance abyssale, abyssale c'est-à-dire immense. Le monde me doit un salaire. Environ un quart des CV empestent cette vanité, cette indignation, qui veut que les choses devraient s'arranger. Mais la plupart du temps, le problème des CV est plus simple. Ils sont mal ciblés. J'ai rédigé une annonce à laquelle moi je pourrais répondre, qui correspondait tout à fait à mon expérience, sans être trop spécifique ni trop étroite. Il y a un tel désespoir, cependant, que les gens ne se limitent pas aux offres de poste pour lesquelles ils pourraient avoir une chance. Manifestement, ils envoient leur CV en gros, dans l'espoir d'un coup de chance extraordinaire. Et peut-être cela se produit-il parfois. Mais pas dans l'industrie du papier. Pas dans le type de spécialité d'usage industriel du papier dont je suis moi l'expert. Ces gens sont des amateurs quand il s'agit de mon domaine et ils ne m'inquiètent pas. D'autres, en revanche, m'inquiètent. Des gens dont les qualifications sont très semblables aux miennes, voire un tantinet meilleures. Des gens qui ont le même bagage que moi, mais avec une formation qui fait juste un peu plus chic sur un CV. Des gens dont je serais le pis-aller si mon annonce avait été authentique et si j'y avais répondu. Un pis-aller, donc comme on vous le dit, c'est une personne à laquelle on recourt parce que l'on ne peut pas avoir mieux. Des gens comme Edward George Ricks. Responsable de production, papiers spéciaux. Je m'appelle Edward Ricks. Je suis né à Bridgeport, Connecticut, le 17 avril 1946. J'ai fait ma scolarité à Bridgeport et j'ai obtenu un diplôme de génie chimique du Henley Technical College, Broome, Connecticut, en 1967. Lors de mon service dans la marine, de 1968 à 1971, j'ai rempli les fonctions de technicien d'imprimerie sur le porte-avions d'escadre Wilkes-Barre, où j'étais responsable de la publication du journal quotidien du bateau, ainsi que de tous les ordres et autres documents imprimés à bord, et où j'ai associé pour la première fois mes connaissances en chimie à un intérêt pour les formes de papier spécialisées. Après la marine, j'ai été embauchée par Northern Pine Pulp, où j'ai travaillé au développement de produits de 1971 à 1978. Lorsque Northern Pine a fusionné avec Greylock Paper, j'ai été promue à la direction où j'étais responsable de plusieurs lignes de produits. De 1991 au printemps 1996, j'étais chargée de la ligne des complexes papier polymères chez Greylock, dont les clients étaient presque exclusivement des entrepreneurs du secteur de la défense. Avec les récentes réductions militaires, Greylock a abandonné cette ligne de produits. J'ai maintenant toute liberté d'offrir mon expérience et ma compétence à une autre compagnie dynamique de l'industrie spécialisée du papier. Je suis établie dans le Massachusetts depuis 1978, mais mobile géographiquement. Je suis mariée et mes 3 filles poursuivent toutes des études universitaires à ce jour. 1997. C'est la fin du chapitre 4. Vous pourrez constater au tout début du chapitre, à la fin du premier paragraphe, le narrateur emploie une figure de style, plus particulièrement une comparaison, pour évoquer l'argent, c'est-à-dire les gains et les dépenses d'un foyer.
Mais l'argent rentrait aussi suffisamment pour couvrir nos dépenses dans un mouvement de flux et reflux bien réglé, comme l'inspiration et l'expiration d'un corps sain. Autrement dit, l'argent au sein d'une famille est le souffle vital qui lui permettra de survivre.